Bonjour, aujourd'hui mon équipe et moi allons vous parler de la communication congruente selon le modèle de Ginott. Nous allons commencer par vous donner une courte définition de la communication congruente. Par la suite, nous allons vous faire une présentation de MGinott. De plus, nous allons vous présenter le modèle de Ginott avec 3 points principaux. L'autodiscipline, l'effet Pygmalion et la communication non verbale. Nous avons trouvé les informations dans le livre La discipline en classe, de la réflexion à la pratique, écrit par C.M. Charles. Finalement, nous allons finir avec l'application en EPS, l'enseignant idéal et l'enseignant non idéal. Pour ce qui est de la définition de la communication congruente. La communication congruente, dans le fond, on veut que ça soit cohérent entre la communication verbale et non verbale. On sait que 93% de la communication passe par le non-verbal. Donc, il est plus qu'essentiel que la communication verbale et non-verbale se soutiennent. Si on y va avec un exemple, si quelqu'un t'annonce une mauvaise nouvelle avec un grand sourire, l'auditeur va avoir de la difficulté à interpréter le bon message que tu essaies de transmettre. Donc maintenant, pour ce qui est de l'auteur MGinott, il est né en 1922, le 5 août, et il est mort le 4 novembre 1973 à l'âge de 51 ans. Il est né en Israël, à Tel Aviv, et donc durant cette période-là, il y avait la Deuxième Guerre mondiale, et il a subi justement les camps de concentration, mais il s'en est sauvé. Et c'est seulement après sa sortie des camps de concentration qu'il a commencé à être enseignant psychologue avec des enfants et médecin psychothérapeute. Il a écrit le livre Between Parent and Child en 1965, qui est son œuvre la plus reconnue, encore même aujourd'hui. Et c'est grâce à son travail à la clinique de Jacksonville Guidance Clinic qu'il a réussi à écrire ce livre. Donc, ça a été le premier à souligner le rôle primordial de la communication dans le maintien d'une bonne discipline de classe. Selon lui, c'est l'enseignant qui devrait toujours utiliser la communication congruente avec ses élèves. Et les messages transmis par les parents, les enseignants ou toute autre personne adulte déteignent fortement sur l'estime de soi des enfants. C'est pour cela que, selon Ginott, il faut utiliser la communication congruente le plus souvent possible. Donc maintenant, une des disciplines ou des valeurs que Ginott prône, c'est l'autodiscipline. Donc ça consiste à utiliser les comportements attendus de l'élève, à apprendre aux élèves à faire leurs propres choix selon les limites données, à rendre l'élève responsable de ses décisions et pour l'enseignant, c'est de montrer l'exemple en tant qu'enseignant et c'est ça, inspirer les élèves. Alors, je vais continuer sur l'aspect de la discipline selon Ginott. Selon lui, un enseignant qui manque d'autodiscipline, ça va être quelqu'un qui va se mettre en colère puis qui va injurier les élèves, qui va utiliser un langage grossier puis qui va être menaçant. En gros, pour Ginott, un enseignant qui manque d'autodiscipline, c'est un enseignant qui n'utilise pas la communication congruente. Selon lui, on devrait utiliser la communication congruente en tant qu'enseignant le plus souvent que possible. C'est quelque chose que tu vas utiliser un petit peu à chaque jour, puis qu'à la longue, ça va créer des changements pour les élèves. Fait, un enseignant qui n'utilise pas la communication congruente, qui, dans le fond, qui juge les élèves, puis qui prend pas en compte les sentiments des élèves. Fait qu'il va utiliser des punitions globales pour le groupe. Il va être les règlements vont être imposés seulement par l'enseignant, les élèves n'auront rien à dire par rapport à ça. Puis il va utiliser le pourquoi aussi avec les élèves. Parce que quand un enseignant pose la question pourquoi, selon Ginott, ça appelle le sentiment de culpabilité des élèves. Comme si l'enseignant dirait pourquoi Kevin, est-ce que tu parles toujours quand que je parle? Bon. Là, Kevin se sent mal. Fait qu'un enseignant qui manque d'autodiscipline, c'est quelqu'un qui n'utilise pas la communication congruente. Alors qu'un enseignant avec une bonne autodiscipline, ça va être un enseignant qui tient compte des sentiments des élèves parce qu'il utilise la communication congruente. Il va inciter les élèves à coopérer, puis il va chercher des solutions, puis il va permettre aussi aux élèves de prendre leurs propres décisions. Exemple, il va pouvoir dire,
Vous souvenez-vous, c'est quoi les règlements pour lorsqu'on utilise tel type de peinture? Fait que là, c'est les élèves qui vont faire ressortir les éléments importants des règlements. Fait que les élèves ont plus quelque chose à dire qu'un enseignant qui manque d'autodiscipline. Il y a aussi un effet par rapport à l'effet Pygmalion que Ginott amène, parce que ça, on l'a déjà vu dans un autre déco, mais dans le fond, un enseignant qui se fait des attentes par rapport à un élève, que les attentes soient faibles ou élevées, ça l'influence, dans le fond, les comportements qu'on a avec cet élève-là. Puis ça, ce comportement-là, ben, on va agir d'une certaine manière qui va avoir un impact aussi sur l'apprentissage des élèves. Un apprentissage qui va être soit positif ou négatif selon les attentes que l'on avait au début. Et les résultats qu'on va obtenir à cause des apprentissages, l'élève va avoir des résultats faibles ou élevés qui vont juste venir renforcer tes attentes que tu avais au début. Alors, il y a un effet aussi important que Ginott amène durant l'effet Pygmalion, c'est les compliments. Dans le fond, lui, qu'est-ce que Ginott y pense, c'est que tant qu'à faire des compliments de valeur, on est mieux de ne pas du tout en faire. Des compliments de valeur, qu'est-ce que c'est? C'est des compliments tellement exagérés que l'élève, genre, c'est comme moins crédible. Je sais pas, un élève qui fait un lancer de hockey dans un but, que l'éducateur arrive et lui dit « Hey, wow, Kevin, t'as fait un méchant beau lancer, t'as failli faire un trou dans le filet tellement t'as tiré fort. » Un compliment comme ça, c'est comme il y en a mis trop l'enseignant dans cet exemple. Aussi, qu'est-ce que ça l'amène, faire des compliments beaucoup? Ça fait que si l'enseignant ne dit pas un compliment à quelqu'un, cet élève-là, lui, il se questionne en se disant, ben, l'enseignant m'a pas félicité, alors je suis pas bon. Fait que c'est pour ça que Ginott, lui, croit que soit on doit faire des petits compliments vraiment sincères, ou soit on ne doit pas faire de compliments du tout aux élèves. Donc, selon M. Ginott, un enseignant idéal, c'est un enseignant qui utilise la communication congruente. Dans le livre qu'on a pris nos informations, La discipline en classe, de la réflexion à la pratique, plusieurs éléments sont ressortis pour être un enseignant idéal. Donc, pour commencer, le sujet principal de la thèse de Ginott, c'est le message sain. C'est-à-dire que le message qui est véhiculé par l'enseignant à un élève doit être porté plus sur la situation que sur le caractère de l'élève. Donc, il est important pour l'enseignant de ne pas culpabiliser l'élève, ni le sermonner, ni lui faire la morale. C'est important de bien le respecter et de ne pas porter de jugement sur son caractère. Je vous mets en contexte avec un exemple en MEPS. Les élèves jouent au basketball et ils doivent travailler sur la communication et le travail d'équipe. Cependant, dans le fond, pour réussir les techniques de jeu, toutefois, il y a un élève qui décide de jouer individuellement et de ne pas faire de passe à ses coéquipiers. Donc, l'enseignant devrait lui répondre, selon Ginott, pour que les tactiques de jeu fonctionnent, il est important de miser sur le travail d'équipe et la communication. Donc ici, l'enseignant s'est vraiment concentré sur la situation, ce qui a permis à l'élève de réfléchir par lui-même sur ce qui est bien sur ce qui ne l'est pas, et d'exprimer ce qu'il ressent par rapport à cette situation. Dans le cas contraire, où l'enseignant aurait sermonné l'élève, celui-ci pourrait commencer à douter de ses perceptions et de lui-même. Le deuxième point, c'est l'enseignant parle au jeu. Donc, c'est important que l'enseignant parle au jeu lorsqu'il souhaite régler une situation et d'exprimer ses émotions. Cette technique-là, ça va permettre à l'élève de se demander s'il a tort ou s'il a raison, puis de se centrer vraiment sur la situation. Tandis que si l'enseignant parle à la deuxième personne, c'est là qu'il va être plus porté à prendre, dans le fond, à être centré sur le caractère de l'élève, ce qu'on veut pas pour régler le problème. Donc, un exemple en éducation physique, un élève est en train de déchirer avec ses mains un ballon mousse, puis l'enseignant il est pas très content, donc il devrait répondre « Nous ne sommes pas le seul groupe à jouer avec ce matériel, alors je vous demanderai de prendre soin afin que tout le monde puisse avoir la chance d'utiliser le matériel. » Par la suite, pour ce qui est de l'acceptation et la reconnaissance, l'enseignant idéal doit répondre à ces deux attitudes. Donc, il est important pour l'enseignant de ne pas nier ni de remettre l'élève en cause. Il ne doit pas contredire les perceptions de l'enfant pour que celui-ci, après, se sente à l'aise d'exprimer ses opinions et ses sentiments lorsqu'une future situation se présentera.
L'enseignant doit donc réagir avec compréhension, mais sans porter de jugement. Donc, par exemple, le groupe joue au hockey durant leur cours d'éducation physique. Puis Thomas met le bâton dans les jambes de William. Donc, William va voir l'enseignant pour lui dire que Thomas lui a fait mal au tibia. Selon Ginott, pour être un enseignant idéal, celui-ci devrait répondre avec compréhension. J'ai vu qu'il t'a fait trébucher et je comprends que ça t'a fait mal. Il a probablement tenté de jouer la défensive, mais tu as raison, il devra jouer plus prudemment. Donc ici, l'enseignant n'a pas porté de jugement, puis n'a pas contredit les perceptions de l'élève. Puis finalement, inciter à la coopération. Donc, c'est important pour l'enseignant d'inciter la coopération et non de l'exiger, puisque certains élèves pourraient refuser de collaborer. Donc, en incitant la coopération, les élèves deviennent plus indépendants et autonomes. Il faut donc que l'enseignant il propose diverses façons de résoudre les problèmes, puis que les élèves trouvent par eux-mêmes les solutions pour y parvenir. Donc, ils peuvent également soit se fixer des règles de conduite à respecter pour qu'ils ressentent qu'ils ont un certain contrôle sur la situation. Donc, l'élève est donc plus indépendant et il a plus tendance à respecter les règlements qu'il a choisis par la suite. Donc, par exemple, l'enseignant demande aux élèves de faire 3 tours du terrain de football de 2 façons différentes pour s'échauffer. Donc, soit que vous le faisiez en joguant ou à la marche rapide. Donc, les élèves ici, ils ont l'impression de faire leur propre choix. Ça demande une certaine autonomie en respectant les consignes. Cependant, ici, certains élèves décident de marcher puis de pas collaborer. Donc, l'enseignant répond « Parfait, vous faites un tour supplémentaire de terrain. » Donc, il rajoute un tour. Puis, certains élèves collaborent toujours pas. Donc, l'enseignante doit leur dire « Tant que j'aurai pas toute la classe qui suit les consignes, vous allez devoir continuer. » Pour ce qui a trait à un enseignant non idéal, c'est un enseignant qui va étiqueter les élèves dès qu'ils vont rentrer dans la classe. Dans le fond, c'est un enseignant qui va regarder un élève selon son physique, puis il va dire lui, il va être bon, lui, il va être moins bon. De plus, un enseignant non idéal, c'est un enseignant qui donne des punitions. Dans le fond, si un élève lève pas la main ou parle en même temps que quelqu'un d'autre, c'est un enseignant qui va dire va t'asseoir sur le banc, sors de ma classe, peu importe, mais c'est des punitions que l'enseignant va donner. Par la suite, c'est un enseignant qui encourage tous les élèves. Dans le fond, c'est des encouragements global, qui va, par exemple, bravo la gang, vous avez bien participé à une activité quelconque. Ou c'est un enseignant aussi qui oblige les élèves à participer. Dans le fond, quelqu'un qui file pas trop aujourd'hui, il va dire non, aujourd'hui tu participes quand même. Ça, c'est un enseignant non idéal. Puis comme Maxime l'a dit tantôt, c'est un enseignant qui va utiliser la question pourquoi, qui culpabilise quelque peu les élèves. Donc pour ma part, je vais vous parler de l'importance de la communication non verbale selon le modèle de Ginott. En fait, dans la communication non verbale, on peut entrer la gestuelle, donc ce qui est considéré comme sur le schéma qu'on voit là, le non verbal, qui est environ de 55% sur l'impact de la compréhension. Suite à ça, on peut ajouter le ton de la voix, qui est de 38%, ce qui fait environ 93% sur l'impact de la compréhension, comme mon collègue l'a dit précédemment. On voit aussi l'importance minime des mots qu'on utilise, qui est de 7%. Pour favoriser la compréhension chez les étudiants, les jeunes. Plus bas, ce qu'on peut voir aussi, c'est que ce que l'on veut dire, qui est représenté par un 100%, diminue jusqu'à un 20% de retenue, en fait, là, chez les étudiants. Donc, en conclusion, le modèle de Ginott, nous croyons, mon équipe et moi, que c'est une bonne façon d'enseigner aux élèves. Cependant, chacun de nous croit au pourquoi pour faire réaliser à l'élève avec qui on a une intervention des conséquences de ses agissements ou le faire réfléchir à comment il pourrait améliorer son comportement. Si vous voulez fonder votre propre opinion à propos de ce sujet-là, le modèle de Ginott, je vous inviterai à lire le livre « La discipline en classe, de la réflexion à la pratique ».